I now give the floor to His Excellency. Je donne maintenant la parole à son Excellence José Manuel García Margallo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne. Señor presidente, Monsieur le Président, Excellences, il existe une célèbre gravure de Goya intitulée « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Goya nous y montre que lorsque la raison déserte, lorsque elle s'endort littéralement, le terrain est libre pour que les pires démons de notre nature règnent en maître. Voilà 70 ans. la humanidad L'humanité s'est réveillée non pas d'un rêve, mais d'un cauchemar. L'exercice débridé du pouvoir, sans le frein de la loi ni la tempérance de la raison, avait produit les monstres de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. La loi est la raison des États. Et je ne parle pas de n'importe quelle loi, mais de celle qui s'exprime dans les limites formelles de l'État démocratique et de droit et qui est exprimée dans ces limites par les représentants légitimes de la souveraineté nationale. Lorsque on sort de ces limites, lorsque la raison de la loi perd son cap, les monstres de Goya sont toujours à la guet. Voilà 70 ans, l'humanité, représentée par les Nations Unies à San Francisco, l'humanité a appris sa leçon. Ceux qui ont fondé les Nations Unies sont arrivés à la conclusion que, tout comme les États ont une constitution qui régit les normes de coexistence entre les citoyens, ils sont parvenus à la conclusion donc qu'il était nécessaire que la communauté internationale se dote de sa propre loi suprême, de sa Carta Magna. La Charte de San Francisco est la constitution de l'humanité. Son préambule, ses objectifs et ses principes sont les piliers sur lesquels a été construit l'édifice qui nous abrite tous. Parmi eux, le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, qui sont essentiels pour garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Si ces piliers sont affaiblis, si on les ignore ou si on les remplace par une volonté qui se place au-dessus de la loi, l'édifice s'écroule littéralement et nous restons exposés aux intempéries. Une ONU forte pour un monde meilleur. Voilà le slogan qui préside à cette commémoration du 70e anniversaire des Nations Unies. Certains diront que l'organisation est une organisation faible, incapable de répondre aux défis et menaces de notre époque. Moi, je pense qu'ils ont tort. C'est vrai qu'il y a des motifs d'espérer. L'accord nucléaire avec l'Iran et la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, ou la perspective d'un futur accord de paix en Colombie, sont la preuve que des situations qui sont restées enlisées pendant trop longtemps peuvent trouver une solution et l'Espagne s'en félicite. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Tant l'Iran que Cuba, des pays fiers, qui ont des personnalités bien marquées, qui ont des populations très qualifiées, doivent maintenant devenir des catalyseurs du changement et doivent contribuer à la stabilité et au progrès de leurs régions respectives. Et si on peut trouver des accords dans des situations considérées par beaucoup comme insolubles, en tant que ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, je ne peux passer sous silence le contentieux de Gibraltar, dernière colonie en territoire européen.
Avec le Royaume-Uni, nous souhaitons reprendre un dialogue bilatéral sur la décolonisation de Gibraltar, un dialogue qui s'appuiera sur les paramètres déjà convenus par les Nations Unies et dans la déclaration de 1984 de Bruxelles. Dans un autre ordre d'idées, mon pays, l'Espagne, espère que le Royaume-Uni va répondre à la proposition espagnole de création d'un nouveau mécanisme de coopération locale afin d'asseoir le bien-être social et le développement économique de la région, un mécanisme auquel participeront les autorités de Gibraltar locales compétentes ainsi que les autorités espagnoles locales et régionales, elles aussi compétentes. La lumière a gagné sur l'ombre également ailleurs. Je pense au défi du changement climatique et il est clair que le temps presse, c'est vrai, mais il est également vrai qu'il y a des espérances, des espoirs fondés pour que le sommet de Paris en décembre prochain trouvera des résultats qui nous permettra d'arrêter le processus de détérioration de notre maison commune et d'inverser de façon décisive le processus. Pour cela, il faut que nous nous dotions d'un modèle de croissance soutenable, équitable et qui ne laisse personne de côté. Et là encore, les espoirs commencent à prendre corps grâce à l'adoption récente du programme pour les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Sa Majesté le Roi était présent lors du sommet qui a vu l'adoption de ce programme et il a réaffirmé l'engagement de notre pays vis-à-vis de ce programme. Et c'est un engagement qui se traduit déjà dans les faits avec la création d'un fonds des objectifs du développement durable qui a été financé pour commencer par l'Espagne, mais qui est ouvert à tous les États ainsi qu'au secteur privé. Monsieur le Président, je compte parmi ceux qui croient que le XXIe siècle sera celui de la femme. Mais il ne sera le siècle de la femme que si nous mettons de notre côté la femme, parce que, comme l'a dit la présidente du Chili, Michelle Bachelet, l'égalité en tant que telle ne va pas que soi. C'est la raison pour laquelle l'Espagne encourage depuis un certain temps la participation et le leadership des femmes dans toutes les dimensions de la vie collective. Et notre plan stratégique pour l'égalité de chances 2014-2016 est d'ores et déjà doté de 3,1 milliards d'euros. Nous allons apporter cette contribution nationale pour l'égalité entre les hommes et les femmes lors de notre présidence au Conseil de sécurité. Et au cours de cette présidence, le 13 octobre, nous tiendrons un débat ouvert de haut niveau autour de la résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité. Ce débat sera présidé par le président du gouvernement espagnol et je vous invite à participer au plus haut niveau car l'occasion en vaut la peine. La principale menace au modèle de société juste, prospère, équitable et ouverte que nous espérons forger et pour la paix et la sécurité de notre communauté internationale, c'est le terrorisme. L'Espagne a été durement touchée par le terrorisme intérieur et international. Il y a 50 ans, en 1960, du fait d'une explosion d'une bombe qui avait été placée dans une gare par la bande terroriste ETA, une enfant de 22 mois, Begoña Uros, avait péri. Depuis, la folie terroriste a fait 850 morts parmi des hommes, des femmes, des enfants. Tout terrorisme a son origine dans la haine et le mépris de la vie. Le terrorisme est un crime contre l'humanité, c'est notre point de départ. Mais il est vrai également que ce mal prend des formes différentes en fonction des circonstances et en fonction des époques. Dans le monde qui nous a été donné de vivre, le terrorisme djihadisme en est la forme la plus insidieuse et la plus mortelle. L'Espagne en a été victime aussi le 11 mars 2004.
190 personnes de différentes nationalités, essentiellement des travailleurs, furent ainsi assassinées à Madrid et plus de 1800 personnes ont été blessées. Dans le cas de Daesh, nous sommes face à un mouvement terroriste qui a réussi à prendre le contrôle d'un territoire à partir de laquelle il prétend attaquer notre modèle de civilisation et le détruire. Nous sommes tous visés et c'est pour cette raison que nous devons constituer un front commun contre Daesh. On ne négocie pas avec les terroristes. Il faut les vaincre dans les limites de la loi, mais avec toute la sévérité de la loi. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, l'Espagne a choisi de participer à la coalition internationale qui lutte contre Daesh en Irak, et ce, aux côtés du gouvernement et du peuple irakien. Mais une intervention militaire ne suffit pas. Il faut également combattre la radicalisation qui conduit certains de nos jeunes à aller rejoindre leur rang. L'Espagne met à la disposition de cette lutte commune notre expérience et les initiatives multilatérales telles que l'Alliance des civilisations, le CAICID de Vienne ou l'Union pour la Méditerranée. D'expérience, nous savons que il est absolument essentiel de conserver la mémoire des victimes pour éviter que ne se répète l'horreur. Trop souvent, nous avons vu que les victimes avaient été présentées comme coupables et on avait dit qu'elles méritaient d'être sacrifiées. Si je puis me permettre une autre parenthèse personnelle, je voudrais rappeler que jusqu'en 1997, année de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, nous devions enterrer nos morts pratiquement dans la clandestinité et dans le silence. Et pour que cela ne se répète plus, pour que la voix des victimes arrive partout dans le monde, nous leur ouvrirons le 21 octobre le Conseil de sécurité pour la mémoire, la dignité et pour la justice. C'est avec le même objectif d'unir nos forces pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme que le Club de Madrid a invité près de 100 ex-chefs d'État et de gouvernement les 27 et 28 octobre prochains. Leur expérience nous sera de la plus grande utilité. Je voudrais maintenant parler de la lutte contre l'impunité. L'Espagne et la Roumanie ont décidé de proposer la création d'une cour pénale internationale contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est nécessaire que les Nations unies jugent cette proposition à la hauteur de ce qu'elle mérite. Il s'agit d'un mécanisme juridictionnel international pour lutter contre les crimes du terrorisme international avec les outils du droit international. Une cour qui viendra compléter la Cour pénale internationale et qui interviendra lorsqu'un État n'est plus en situation d'engager des poursuites. Monsieur le Président, les conflits au Moyen-Orient ou dans certaines parties de l'Afrique sont à l'origine de la plus grave crise migratoire que connaît l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les images de cette immense tragédie touchent nos cœurs à juste titre, mais c'est notre raison qui doit proposer des solutions. Bien évidemment, le plus urgent, c'est la riposte humanitaire, c'est de sauver des vies, d'accueillir, d'apporter des soins, de nourrir. Mais ce qui est important, c'est de mettre au point une politique d'asile et d'intégration intégrale qui définissent les concepts d'asile et de migration économique, qui les distinguent et qui tiennent compte des droits et de la dignité des personnes qui risquent leur vie pour trouver un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Je crois que le moment est venu de commencer à réfléchir à un pacte global placé sous l'égide des Nations Unies, auquel participeront les pays d'origine, les pays de transit ainsi que les pays d'accueil. Car la migration est un défi mondial que nous ne pourrons résoudre que tous ensemble.
J'ai dit précédemment que l'origine de la crise migratoire actuelle est dans des conflits prolongés et dans bien des cas qui sont aggravés parce que la communauté internationale ne réagit pas ou par la brutalité des partis. Un cas emblématique est celui de la Syrie. 4 ans et demi de conflit, 250 000 morts, 12 millions de personnes en nécessité impérieuse d'assistance humanitaire, 7,6 millions de déplacés à l'intérieur des frontières, 4 millions de réfugiés dans les pays voisins. Les chiffres nous interpellent depuis trop longtemps. Et la solution au conflit syrien est urgente. Nous devons travailler sur 2 fronts. D'abord, nous devons apporter une réponse humanitaire immédiate pour soulager les souffrances du peuple syrien. Et deuxièmement, nous devons appuyer le processus politique inclusif présenté par l'envoyé spécial du secrétaire général Staffan de Mistura. Le conflit en Libye présente une urgence similaire. Nous appuyons le travail de l'envoyé spécial du secrétaire général, mon compatriote Bernardino de Leon, et nous continuons d'attendre maintenant avec impatience un accord en vue de la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Nous en appelons au courage et à la hauteur de vue de la part de tous pour surmonter la fracture d'un pays divisé en deux, à l'horizon duquel flotte déjà le drapeau noir de Daesh à quelques kilomètres à peine de l'Europe. Et je voudrais souligner que la partition de la Libye serait la pire des solutions imaginables. Et bien entendu, au Moyen-Orient, nous continuons de miser sur un accord entre Israéliens et Palestiniens qui passe par une solution en 2 États avec des frontières convenues mutuellement. Nous devons réinsuffler vie au processus de paix. L'Espagne est toujours et sera toujours disposée à accompagner les parties pour qu'elles reviennent à la table des négociations directes. En Afrique, la situation au Mali, en République centrafricaine et ailleurs nous préoccupe. Et nous préoccupe beaucoup. Mais sur ce continent, tout n'est pas sombre. Ce sont les lumières qui prédominent. La réaction à l'épidémie d'Ebola et les plans de reconstruction et de développement présentés par les pays touchés par cette épidémie nous invitent à l'espoir. L'Espagne continue d'être très optimiste vis-à-vis de l'avenir de l'Afrique. En Europe, et je termine, l'ombre principale, mais où on voit apparaître des lumières, c'est toujours la crise en Ukraine, où il faut absolument appliquer les accords de Minsk et continuer de mettre en place un climat de confiance qui permettra de mettre un terme à un conflit qui appartient à un autre âge. Et nous encourageons les parties à poursuivre sur cette voie. Monsieur le Président, je suis convaincu, pour terminer, qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont plus fortes dans un monde qui, même s'il reste très éloigné de la perfection, est quand même meilleur que celui d'il y a 70 ans. Et pour continuer de nous perfectionner, il est essentiel de respecter les valeurs, les objectifs et principes de la Charte, notamment celui d'intégrité territoriale. Leur rupture, comme l'histoire nous l'a montré, ouvre une brèche par où les monstres de Goya aiment à passer la tête. Pour éviter cela, il est nécessaire que la raison de la loi et la loi de la raison restent toujours éveillées. À l'intérieur des limites de la loi, le dialogue reste toujours possible, ainsi que la conciliation et la coexistence. En dehors de ces limites, nous restons exposés aux intempéries. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs. Je remercie le ministre des Affaires étrangères